Alors, première chose, la Fondation Club Avenir tient à remercier chaleureusement ses collaborateurs, entre autres la Jeune Chambre de commerce algérienne du Canada, ainsi que la Jeune Chambre tunisienne du Québec. D'ailleurs, on a la fondatrice juste ici, Shaima Bendiloud. On aimerait aussi remercier la Jeune Chambre marocaine du Québec, qui sont nos collaborateurs depuis maintenant plusieurs événements. Ah, je pense que le son est meilleur maintenant. J'aimerais aussi, au nom de la Fondation, remercier nos commanditaires. Donc, je nommerai premièrement la Banque nationale du Canada, Go Connexion et Poulet Rouge. On vous a parlé de Poulet Rouge sur nos réseaux sociaux, dans nos publications. Vous allez pouvoir goûter à leur Super Bowl santé un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci à l'INRS de nous accueillir deuxième année consécutive. Gracieusement, on a cette salle, bien sûr, pour les conférences, mais plus tard, vous allez voir les salles qui sont un peu plus petites, plus intimes pour les ateliers. Donc, histoire de vraiment échanger, vous assurer que vous comprenez tout ce qu'il y a à comprendre qu'on vous transmet. Donc, vous allez voir, vous allez pas mal vous déplacer aujourd'hui entre différentes salles, mais on va vous guider. On a des bénévoles spécialement pour s'assurer que tout se passe bien. Je me permets de parler brièvement du programme, juste pour s'assurer qu'on est tous alignés, qu'on est aussi très à l'heure. Vous allez voir, on a un bénévole à l'arrière qui va vous dire souvent, Nizar là-bas, qui va vous dire, OK, on bouge, on va suivre notre calendrier, notre horaire très serré aujourd'hui. Donc, dans quelques minutes, vous allez avoir la conférence de bienvenue, la conférence d'ouverture avec Mehdi Laïd, qui est PDG de l'entreprise Ombrage. Donc, vous allez découvrir son parcours, tous ses accomplissements. Et Shaima, bien sûr, notre animatrice qui va l'interviewer, poser des questions. Et il y aura aussi une séance de questions. Donc, on va avoir un micro qui va se déplacer dans la salle. Vous pouvez noter vos questions si vous avez peur de les oublier. Puis, on va s'assurer vraiment de prendre des questions à la fin. Bonjour, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai un grand plaisir de faire ce panel avec, plutôt une entrevue avec notre invité d'honneur, Mehdi. Donc, on va y aller avec un échange de questions pour que vous appreniez à la connaître plus et par la suite, on va avoir peut-être une quinzaine de minutes pour vos questions. Donc, je vous laisse vous présenter déjà. Qui est Mehdi? Qui est Ombrage? On va apprendre à vous connaître. Merci, bonjour. Bon matin, déjà, je suis content de voir qu'il y a autant de monde à la première conférence. Alors, mon nom est Mehdi Laïd. Je suis fondateur du groupe Ombrage. Alors, Ombrage, je vais faire rapide, savoir ce que c'est. C'est un groupe de concepteurs lumière, en gros des architectes et des ingénieurs lumière. Alors, vous avez tous vu ce que je fais à Montréal. Le pont Jacques-Cartier, la lumière du pont Champlain, l'anneau de Ville-Marie, toute la lumière du vieux Montréal. À peu près 80% de ce qui est allumé la nuit à Montréal a été fait par nous. Donc, je n'ai pas fait ça en un an, ça fait 25 ans qu'on existe. Alors moi, je suis né à Paris, je connais l'Algérie, mon père est algérien, ma maman française, je connais l'Algérie à travers les vacances de mon enfance. Donc, je n'ai pas 100% la culture algérienne, ni à 100% la culture française, je suis un citoyen du monde. Alors, voici. Merci Mehdi. Donc, on aimerait savoir comment ça a commencé Ombrage. Quand est-ce que tu as démarré ça? C'était quoi les aptitudes et les compétences que tu as senties qui t'ont aidé à foncer dans cette aventure, mais surtout de continuer après 25 ans? Bon, ça, c'est une longue question. À la base, je suis joueur de basket. J'étais à l'INSEP à Paris. J'avais rien du tout prévu de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai bifurqué après une blessure à un genou. Je suis rentré dans une école professionnelle. J'ai été aux Beaux-Arts. Je me cherchais un petit peu. Je suis sorti finalement avec un bagage de designer industriel. J'ai été recruté par le groupe Vinci. J'ai travaillé pendant 9 ans pour Vinci. Et du coup, j'ai créé pour Vinci à l'époque la filiale énergie qui existe aujourd'hui. J'étais au tout début de cette filiale avec Vinci. Après un certain nombre d'années, je voyais que ma place avait une limitation en France avec le nom, avec tout l'historique que vous connaissez, que tout le monde vit. En fait, j'ai décidé de prendre les clics et les claques et d'établir au Québec. Et juste pour la petite histoire, je suis arrivé au Québec à la base juste pour 2-3 mois. Je regardais un peu si c'était le Québec ou les États-Unis. Puis j'ai trouvé une petite boîte d'ingénierie en Beauce, au sud de Québec. Une boîte qui était en faillite pratiquement, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, je vais essayer de les aider un petit peu, leur filer un coup de main, et de fil en aiguille, j'ai repris les finances de cette boîte, j'ai racheté cette entreprise,
Et j'avais dans l'idée de créer Ombrage, qui était une filiale d'ingénierie qui n'existait pas ici. Le métier que je fais aujourd'hui n'existait pas il y a 25 ans. Et maintenant, j'ai fait plein de concurrents maintenant qui me suivent, mais à la base, c'était ça. Donc, voilà. Donc Ombrage a été créé à la base d'une société d'ingénierie que j'ai vendue en 2008, la société d'ingénierie. J'ai vendu à Roche. Je crois que tout le monde connaît cette entreprise. Donc voilà. Et donc tout ça, c'est quoi tu as senti à l'intérieur de toi qui t'a permis de prendre ce courage de... Quand même, c'est comme de l'intrapreneuriat, puis du repreneuriat, puis de l'entrepreneuriat, les trois en même temps. Donc pour aider aussi notre public, c'est quoi les aptitudes que tu as senties qui t'ont aidé à prendre ce défi-là? La petite anecdote, l'entreprise que j'ai repris était endettée, vraiment endettée. On parle au-dessus d'1 million de dollars de dette. Donc, je vous dis, quand vous avez 30 ans, puis vous dites, OK, je viens de prendre une boîte et je viens de prendre toute la charge des dettes à mon nom, ouais, c'est un gros stress. C'est sûr que c'est pas évident, mais bon, j'avais une vision, je savais que aussi, le bagage que j'avais, aussi l'expérience que j'avais acquis chez Vinci me permet de pouvoir voir un peu plus loin. Malheureusement, les gens qui dirigeaient cette entreprise étaient de très bons ingénieurs, mais de très mauvais gestionnaires. Donc, un exemple, ils avaient embauché plein de monde, des gens qui ne travaillaient pas, une grosse masse salariale pour des résultats qui étaient mauvais, un mauvais carnet de commandes, ça n'a pas trop développé le business. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé le business, j'ai licencié énormément de personnes, j'avais pas le choix, je ne pouvais plus les payer de toute façon. Donc, l'attitude, c'est de ne pas prendre toutes nos entreprises à cœur. Ça, c'est la première chose que je fais. Une entreprise, c'est une entité externe à vous, même si c'est la nôtre. C'est un business, c'est quelque chose que vous avez sur le côté. Elle va vivre et elle va mourir sans vous, une fois que vous ne serez plus là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre vraiment dans la tête. Donc il faut être quand même assez froid avec ce qu'on a au niveau de l'entreprise. Tout à fait. Puis c'est relié aussi un peu à la prise de risque, le courage, la sécurité financière. On en parlait tout à l'heure avec quelques-uns des participants. De quelle manière vous vous êtes pris à se dire que je me lance à fond sans être nécessairement à côté un salarié? Donc comment des jeunes peuvent prendre ce courage-là mais de le faire intelligemment, à se dire mais je peux me lancer un petit peu à fond, comment je peux vivre avec cette aventure-là, sachant qu'une entreprise en général, ça prend un bon 2-3 ans, même plus pour que ça génère. Donc comment on peut vivre avec ce risque, surtout financier et de notre vie de tous les jours, selon vous? Ouais, c'est une belle question parce que si je prends mon exemple, je ne me suis pas payé pendant 2 ans. J'ai payé tous les employés, je n'avais aucun revenu de cette entreprise pendant 2 ans. Ouais, j'avais mis des sous de côté, j'avais prévu mon business. C'est des gros sacrifices, hein, ça c'est clair. Quand on part en entrepreneuriat, il ne faut pas rêver. Hein. C'est un sacrifice dès le départ qu'il faut assumer. Et il faut avoir le cœur pour l'assumer. Faire une entreprise à mi-temps, ça ne fonctionne pas, tant qu'à moi. Il faut être dedans, il faut se baigner dedans. Je vous jure, j'ai passé des heures, même avec des tempêtes. Je me rappelle que j'habitais à Québec, je voyageais 2 heures par jour pour aller travailler à cette entreprise-là, parce que je ne savais pas si elle allait durer. Donc je voyageais dans des tempêtes, j'ai dormi au bureau. Des fois, quand la tempête, je commençais à 6 heures le matin, je rentrais à 10 heures le soir. Tout le monde me disait, mais t'es complètement fou. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix, il faut s'investir. Je revois les finances, il fallait que je revoie les opérations, les employés, mettre les bonnes personnes à la bonne place. Donc l'aspect financier, il faut le mettre de côté. Il ne faut pas penser tout de suite faire de l'argent avec votre business si c'est vraiment un démarrage d'entreprise. Il faut vraiment penser à une pérennité et regarder plus loin qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans le jour J. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris sur moi, j'ai pas vécu riche pendant très longtemps. J'avais un petit garçon, j'avais une maison, il fallait que j'ai une vie aussi, et c'est ça, faut vraiment se mettre le nez là-dedans. Mais je vais vous dire, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver très, 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 très dur. Il ne faut pas vous bousiller votre vie à essayer d'être entrepreneur. Si vous voyez que vous n'avez pas la fibre et puis le courage de vivre des vagues, il ne faut pas le faire. Sinon, vous allez souffrir. Donc, je connais plein d'entrepreneurs qui ont souffert. Ce n'est pas une vie, il faut être bien dans la vie. Donc, ça faut avoir, je pense, un caractère, un état d'esprit qui se permet de se détacher aussi de ça. Est-ce que ça se développe selon toi? Ouais, ça se développe, mais ça se développe avec la douleur. J'apprends j'ai des jeunes associés, là, des fois je leur dis des trucs, ils me disent « oh, pas besoin ».
Puis finalement, ils vivent les problèmes parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Et je leur dis, toi, tu apprends avec la souffrance. Il y en a qui apprennent avec la souffrance. Mais il y en a qui évoluent. Mais il y en a qui ont débarqué. J'ai eu des associés qui ont dit, non, moi, je dors plus la nuit, je stresse. Il faut arrêter. Là, pas... il y a une vie aussi. On n'est pas obligé d'être entrepreneur dans la vie. Il y a une vie au travail qui peut être épanouie. Moi, j'ai des partenaires d'affaires qui sont avec moi depuis 25 ans. Ils n'ont jamais voulu prendre le chapeau d'entrepreneur, mais pourtant, ils auraient pu être associés. Mais juste le fait d'être associé et avoir tout ce qui va avec, les cautionnements et tout ça, ça les stressait. Donc, ils sont restés comme intrapreneurs. Mais ça. Il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Ma prochaine question est par rapport à la croissance d'Ombrage. Donc, vous l'avez mentionné, quelques exemples de gros projets. Puis sur votre site web, je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas fait. Comment vous vous êtes pris ou comment vous êtes arrivé à dénicher des gros contrats de gros clients gouvernementaux? Donc, c'était quoi ce processus? Comment vous êtes pris? Alors, on a commencé tout petit. Je vais vous dire, les premiers projets que j'ai faits, c'est des caisses des jardins. Donc, j'avais un directeur de caisse des jardins qui m'avait dit tu pourrais faire notre projet. Il pensait qu'on bricolait. Donc, on lui a fait son projet. Finalement, de fil en aiguille, la presse est venue, après en photo ce qu'on faisait. On dit il y a grand monde qui fait ça au Québec. De projet en projet, on a récupéré tous les projets des jardins. Donc, toutes les caisses des jardins de 99 à 2008, on a fait des mises en lumière sur les caisses des jardins. Après, on a fait les intérieurs. De fil en aiguille, c'est venu avec des hôteliers, des villes, des municipalités qui ont voulu embellir des quartiers. Donc, on a refait un paquet de petits secteurs. Donc, on a vraiment été organique graduellement, avec bien sûr une qualité de travail. Pour moi, c'est important. Surtout quand vous venez de l'étranger, il faut être irréprochable. On ne peut pas avoir une coche sur le manche du marteau parce que tout de suite, vous allez vous faire étiqueter. Donc ça, c'est quelque chose que moi, dans l'entreprise, aujourd'hui, 25 ans après, je mets un point là-dessus à tous nos employés. C'est hyper important, on doit être les meilleurs. Pas le deuxième ni le troisième, il faut qu'on soit les meilleurs. Donc ça, c'est sûr que c'est la chose qu'on a toujours vendue. Après, on s'est développé à travers le Québec, on est sorti de Québec, on était à Montréal, j'ai fait des acquisitions. Ça, c'est quelque chose qui est important à penser dans la vie. Quand j'ai vu qu'il y avait des concurrents qui commençaient à pousser, je les ai achetés. Je les ai rentrés dans le groupe. Les mauvais, je les ai laissés grandir parce que ça me permettait d'avoir, puis c'est ce que je fais aujourd'hui, et je suis très content de ça, une bonne concurrence, c'est important. Je vous donne un exemple, si j'ai gagné le pont Champlain ou le pont Jacques-Cartier, j'avais de la concurrence, mais c'était mauvais. Je les ai laissés continuer. Je n'ai pas été chercher les employés ni ces boîtes-là. C'est ce qui nous permet dans les pointages à nous aujourd'hui d'être encore les meilleurs. Donc il faut juger un peu qui on achète. À des fois, on veut essayer de rafler tout. Il faut laisser les gens grandir, compétitionner dans un marché si vous voulez avoir une saine concurrence. Donc c'est un peu comme ça que je contrôle mon marché, c'est que je laisse les gens ici faire leur concurrence. Des fois, j'en perds des projets parce qu'on ne peut pas tous les gagner. Mais j'ai les meilleurs. Je gagne les meilleurs. Donc ça, pour moi, c'est important. Après ça, écoutez, on a développé un marché aussi dans le reste du Canada, parce que le Québec, c'est quelque chose, travailler à Toronto, c'est un autre pays, c'est complètement différent. Donc, l'avantage que j'ai, je pense, au Canada, c'est que je n'ai pas un nom québécois. Donc, ils se disent, peu importe, quand vous allez à Toronto, chercher des noms canadiens, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, on est rentré là-dedans, on a créé à Toronto une agence, on a créé Vancouver, on a créé Winnipeg. Ensuite, j'ai fait plusieurs acquisitions encore. J'ai continué à grandir l'entreprise comme ça. Pour moi, c'est plus facile de faire des acquisitions dans un endroit avec des gens locaux qui connaissent le business, qui connaissent le marché, qui connaissent l'environnement économique. Et en 2020, pendant la crise, j'ai acheté une entreprise française à Paris, qui existait depuis 15 ans, qui m'a permis, bien sûr, d'avoir aussi une équipe française, même si je viens de là, ça faisait 20 ans que j'étais parti. Donc j'ai fait l'acquisition d'équipe française. On a mis en France la même stratégie d'affaires qu'on a mis partout ici. Finalement, on est arrivé d'une entreprise qui était top 20 en France aujourd'hui dans les top 3 à Paris. Donc ça, c'est un super truc. D'ailleurs, ce qui nous a permis d'avoir les gares du Grand Paris Express, Disneyland, le Sénat à Paris, donc des super projets. Donc, je pense même que cette filiale va dépasser un jour le Québec. C'est un peu drôle à voir. Et puis on a créé Miami aussi, avec une acquisition aussi, donc un marché américain. Donc une croissance légère. J'ai pas une croissance qui monte à 90 degrés. Je dirais je suis plus à 30 degrés. Au moins, à chaque fois que je fais une croissance, elle est fiable. C'est sécuritaire.
Donc, tu as parlé de compétences, tu as parlé d'être toujours le meilleur, la qualité, donc on pense que c'est important dans tout secteur. Est-ce que tu peux nous donner des exemples aussi de l'autre côté de la chose qui est moins technique, le réseautage professionnel, les relations? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou tu crois que, évidemment c'est un peu oui, mais il faut plus focuser sur le produit et regarder les appels d'offres, mais j'aimerais t'entendre sur le côté relationnel des affaires. Oui, le côté relationnel, c'est ce qui est le plus important dans le business. J'ai une facilité d'ailleurs à développer des relations et ça, je pense, c'est ce qui m'a toujours avantagé. Tout se fait en équipe. Donc, quand vous avez besoin de faire un projet ou d'aller vendre quelque chose à quelqu'un, pas simplement lui envoyer un devis avec un prix. Ça ne fonctionne pas. À partir du moment où vous faites quelque chose où votre compétiteur fait la même chose, il n'y a aucune différence dans l'offre. Peu importe, même si vous êtes les moins chers. Il faut se faire connaître, il faut faire connaître ses compétences. Et souvent, les gens, après, c'est des gens qui sont sur des comités de sélection, donc c'est important qu'ils vous ont rencontré une fois, ils vous ont déjà vu. Souvent, je gagne des projets comme ça parce que je suis le seul à m'être déplacé. Je viens présenter mon offre, je viens présenter mon devis à la personne. C'est pas simplement je lui envoie par email et je lui fais un petit coucou. Ça, je vous dis, ça fonctionne un coup sur deux, puis bonne chance si vous les avez, tant mieux. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, la principale chose, c'est ça, c'est de se présenter son produit et qu'ils aient un visage en face. Qu'ils n'aient pas simplement un email avec un numéro de téléphone. Donc ça, c'est quelque chose que le monde a développé. Je vais vous donner un exemple. Je parle souvent de mon équipe. Si on n'arrive pas à rentrer par la première porte, on va rentrer par la fenêtre ou par le paillasson. Il faut toujours essayer de rentrer. Et ça, c'est un truc qui doit perdurer parce que c'est là qu'est la différence. Des fois, c'est vraiment minime. Je vous donne un exemple. Je reviens de Casablanca. Je travaille avec les gens de la FIFA pour avoir les stades de foot. Ils se sont déjà tous organisés, là, ils n'avaient pas besoin de nous, là. Tout le monde est organisé, sauf que je rentre par une autre manière, où les gens se disent « Ah, ok, ça on n'avait pas prévu ça, on n'avait pas prévu ça ». Voilà. Juste le fait de m'être présenté, j'ai ouvert un paquet de portes, là je suis rendu à 3 stades normalement que je devrais avoir. Donc c'est cette technique qu'il faut utiliser, mais c'est du temps, du réseautage, et servez-vous d'un ami. Ça, c'est un meilleur réseautage. Quelqu'un vous connaît, vous avez déjà 30% du boulot fait. Donc, le pourparler, c'est important. Merci. Et donc, là, vous avez parlé de quelques défis, beaucoup plus de réussite aussi. Qu'est-ce qui vous anime encore chez Embrage? Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des éléments que, sans nécessairement avoir de regret, me dire, ça j'aurais fait différemment, puis vous voyez Embrage pour l'avenir? Ça, c'est une bonne question. Bon, oui, il y a des réussites, mais il y a des échecs aussi là-dedans. Ça fait partie du jeu, mais comme je vous dis, je pense que j'ai cette aptitude, je pense à oublier ce qui ne fonctionne pas, donc ça va. Puis ça, je suis très content d'avoir ça en fait dans mon tempérament, c'est que des fois on perd un appel d'offres, où on manque quelque chose, où on se dit, mince, on aurait aimé l'avoir. Dites-vous que vous ne pouvez pas tout avoir de toute façon. Et puis regardez plutôt vos réussites plutôt que les défaites. Moi, c'est ce que je mets dans le portrait avec mes jeunes au bureau. Des fois, ils se cassent la tête en disant « Oh, on n'a pas réussi ». C'est pas grave. On regarde, on met un ex, on balaye ça en arrière, et puis à un moment donné, perdez pas votre temps à pleurer sur un projet ou quelque chose à faire réussir à vendre. C'est fini, on passe à d'autres choses, on avance. Après, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme bagage, parce qu'il m'aurait aidé? La langue, pouvoir parler plusieurs langues. Je suis vraiment pas bon dans les langues, je parle anglais, français. Je n'en parle pas. J'ai vraiment une difficulté d'apprentissage avec la langue. Et ça a été pour moi un gros challenge parce que même l'anglais, perfectionner notre anglais, ça pour moi c'est primordial. Aujourd'hui ça va, mais ça a été très bon pour moi de parler. Ça c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir comme outil. Après ça aussi tous les cours de gestion, management, finance, je n'avais pas ça dans mon bagage du tout. Donc j'ai appris sur le tas, des fois j'ai appris à la dure, avec des comptables qui m'ont dit ah, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est une boîte à outils, hein. On se promène avec un petit coffre à outils, on met ce qu'on a dedans, ce qu'on possède naturellement, et après ça, il faut aller chercher des choses. Mais puis quand vous ne comprenez pas les choses qu'il faut aller chercher, il faut aller chercher les meilleurs pour faire ça. Donc j'ai des gens dans mon entreprise qui font des choses que je déteste faire.
tout ce qui est comptabilité, planification financière. Je passe pas 5 heures à regarder, c'est un one page pour moi, je suis capable de voir où c'est que je m'en vais avec ça. Toutes les emmerdes, ils les gardent. Je veux pas, là, c'est quelque chose que je veux pas perdre mon temps, je suis pas bon là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître. Après, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui me projette beaucoup dans l'arrière, je regarde plutôt devant. On est content de ce qu'on a fait, ça c'est clair. Après, le reste, on n'a pas fini. Il reste encore des choses à faire. Donc justement, tu peux nous enchaîner avec tes rêves pour Ombrage, où est-ce que tu la vois venir et comment tu t'y prends de manière stratégique, visionnaire pour continuer cette belle aventure. Mon banquier me dit toujours vos prévisions sur 5 ans. Je lui dis j'ai commencé comme joueur de basket, moi à la base, je savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Non, il n'y en a pas de prévision sur 5 ans. Puis j'en veux pas en fait. Je suis pas un entrepreneur classique avec des gens qui mettent des prévisionnels, des choses comme ça. Puis toute mon équipe est comme ça. Donc on est vraiment des gens qui fonctionnent à l'opportunité, à regarder. Le marché il est installé. C'est à vous d'aller chercher ce qu'il y a à prendre dedans. Vous ne pouvez pas défaire ou faire un marché. Donc il faut être agile, il faut fonctionner en fonction des périodes économiques. Là on le voit, il y a un ralentissement économique au Québec. 70% de mon marché aujourd'hui au Québec est dans l'institutionnel, mais ce n'était pas le cas avant. En France, je suis à 100% dans le privé, ce n'était pas le cas avant. Au Maroc, on est dans le privé, on a fait du public. Tout change. Si je prends un time-lapse des 15 dernières années, chaque année a été différente. Donc il faut s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui... Alors la prévision, je ne la connais pas. Je laisse ça... Mais tes rêves, c'est quoi tes rêves pour Ombrage? Les rêves, d'être le meilleur, c'est ça. On a 2 entreprises anglaises et 2 entreprises françaises qui sont en avant, dont les Anglais sont très, très très forts. Mais on est capable un jour de passer au devant et on va le faire, c'est sûr. Alors, je serai peut-être plus là parce que j'ai une continuité dans l'entreprise, j'ai prévu une relève, j'ai 4 jeunes associés qui vont bien sûr prendre la relève. Ça prend 15-20 ans une relève, hein, c'est pas trop 2-3 ans, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut... Donc c'est garder la pérennité de ce groupe, puis pas de le vendre, je veux pas vendre cette boîte-là à un grand groupe, je veux que ce soit une continuité pour des gens. J'ai pris des gens, je vais vous donner un exemple de mon ingénieur est de venir aujourd'hui, Amine, qui est un jeune Marocain, juste une petite histoire que je vais raconter parce que ça c'est intéressant. Il est venu me voir il y a 20 ans pratiquement, sortait de l'université, puis il m'avait dit écoute, je trouve pas de job, je suis diplômé de l'HEC, je suis diplômé de... il y a 20 ans, c'était pas la même histoire que maintenant, on manquait de travail plutôt que d'employés. Et il m'avait dit, écoute, moi mes parents m'ont dit, c'est soit je travaille dans les 3 prochains mois, soit je retourne au bled au Maroc et je veux pas, parce que j'ai fait toutes mes études et je veux faire une carrière. Je lui ai dit, viens chez nous. Mais je lui ai dit, je te jure que d'où tu pars, tu vas souffrir. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il n'était pas du tout dans notre domaine. Et aujourd'hui, il est associé chez nous, c'est un des meilleurs ingénieurs, je dirais le meilleur ingénieur au Canada, voire aux États-Unis aujourd'hui. Il a été formé chez nous, c'est un jeune associé. Donc, c'est ça pour moi, c'est faire grandir des gens, c'est incroyable de faire partir des gens de rien, pratiquement, ou de sortie d'école, puis de les amener quelque part, qu'ils deviennent une référence dans le monde. Pour moi, c'est vraiment une bonne chose pour l'avenir. Très bien de penser humainement aussi dans ce secteur de business. Donc pour clôturer, je te laisse un mot de la fin, un partage que tu aimerais faire à notre public, conseil ou autre, vraiment un mot de fin à la guise. Bon, le mot de fin, c'est toujours ce que je dis à mes enfants, ce que je dis à tout le monde, peu importe d'où vous venez, peu importe votre bagage, le monde est là, c'est à vous. Donc il faut le prendre, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le prennent. On a tous des possibilités. Donc c'est ce que je dis à tout le monde, let's go, quoi. On laisse pas les choses sur la table, quoi.